à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle page de culture que j'ai l'honneur de présenter. Nous avons déjà vu dans une page de culture précédente des expressions françaises qui nous venaient tout droit de la mythologie grecque et romaine. Nous allons voir aujourd'hui quelques mots qui de la même façon possèdent une très belle étymologie tirée soit de la mythologie, soit de l'histoire antique. Commençons par un mot des plus communs, mais dont peu de gens connaissent l'étymologie, l'écho. Quoi de plus banal qu'un écho? À la base, Écho était une nymphe. Pour rappel, dans la mythologie grecque, une nymphe est une petite divinité de la nature sans grand pouvoir qui représente une entité que l'on rencontre en grand nombre. Il y avait les Hamadryades, qui étaient les nymphes des chênes, chaque chêne ayant sa nymphe qui naît et meurt avec lui. Les Oréades, nymphes des montagnes, les Naïades, nymphes des sources, les Néréides, nymphes marines, etc. La liste est longue. Mais revenons à Écho. Elle était très bavarde. Zeus utilisa donc sa faconde pour distraire Héra afin de s'adonner à son sport favori, les liaisons extra-conjugales. Héra s'en aperçut, mais ne pouvant s'en prendre au dieu des dieux, elle se vengea sur cette pauvre Écho, la condamnant à ne parler que pour répéter le dernier mot entendu, d'où le sens actuel du mot écho. Pactole. Pactole est un autre mot également très utilisé, sans pour autant que l'on sache qu'il est associé au mythe de Midas, le roi de Lydie. La Lydie était une région d'Asie mineure. Un jour, Midas vit arriver juché sur un âne le vieux Silène à moitié ivre-mort. Il semblait s'être perdu en s'endormant sur sa fougueuse monture. Silène était le meilleur ami de Dionysos, le dieu du vin et de l'ivresse. Midas, selon les lois de l'hospitalité de l'époque, prit grand soin de lui offrant le gîte, le couvert. Lorsque Dionysos retrouva son ami, il voulut récompenser Midas de s'être si bien occupé de lui et lui offrit d'exaucer n'importe lequel de ses souhaits. Midas demanda au dieu que tout ce qu'il touche se transforme en or. Avec un rictus au coin des lèvres, Dionysos accepta. Mais ce que le roi, Midas, n'avait pas prévu, c'est que même la nourriture dont il se saisissait se transformait en or. Midas risquait de mourir de faim. Il demanda à Dionysos d'annuler le sortilège. Le dieu lui expliqua qu'il devait se plonger dans le fleuve se nommant le Pactole. Midas s'exécuta et le charme fut rompu, mais depuis, dit-on, le Pactole charrie des paillettes d'or. Un pactole désigne donc aujourd'hui une grosse somme d'argent ou une source de richesse. Voyons maintenant le mot académie. À Athènes se trouvaient les jardins d'Académos. Le philosophe Platon, disciple de Socrate, y dispensa un enseignement régulier. Beaucoup d'Athéniens se rendaient dans ces jardins pour suivre ses cours. On les comprend. L'Académie française ainsi que de nombreuses autres académies tirent leur nom de ces jardins d'Académos. Alors nous avons vu tout à l'heure la nymphe Écho. Je vais à présent vous parler de la nymphe Égérie. Encore un mot évocateur. Elle possédait le don de prophétie. Le roi Numa Pompilius, successeur de Romulus, allait souvent la consulter dans une grotte et suivait ses sages conseils. Quand le roi mourut, la nymphe pleura tant que la déesse Diane, l'Artémis grecque, la changea en fontaine. Aujourd'hui, une égérie désigne une femme qui inspire un artiste. Nous sommes maintenant en 1585. Un savant publia un recueil de cartes géographiques dont la couverture était ornée d'une représentation du géant Atlas, portant un globe terrestre. Atlas fut le célèbre titan qui fut condamné par Zeus à soutenir la voûte céleste pour avoir osé s'élever avec ses frères contre son autorité. Le livre eut beaucoup de succès et finit par être désigné sous le nom d'Atlas. Par la suite, on prit l'habitude d'appeler tous les recueils de cartes des atlas. Le mot suivant est moins courant, mais son étymologie est très belle. Il s'agit du mot sybarite. La ville de Sybaris, en Italie du Sud,
était connu pour la mollesse de ses mœurs. Ses habitants n'étaient occupés que par les spectacles, les jeux, les fêtes. L'épicurisme était leur maître mot. Ils ne supportaient aucune contrainte et bannirent de leur ville tout ce qui pouvait gêner leur sommeil, les artisans bruyants, jusqu'aux coqs. Malheureusement pour eux, ils furent rattrapés par la réalité. La population et la ville furent anéanties par la cité voisine de Crotone. Un sybarite désigne donc une personne qui vit dans l'oisiveté, ne pensant qu'à jouir des délices quotidiennes de la vie. Mais parlons un peu des satyres. Les satyres étaient de petites divinités thérianthropes, de Thérion, la bête, et Anthropos, l'homme, c'est-à-dire avec des attributs anatomiques humains et animaux, comme le centaure. Il possédait des jambes et des cornes de bouc. Mais c'est le caractère du satyre qui importe dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, car ces derniers avaient la détestable habitude de poursuivre de leur assiduité les pauvres nymphes qui s'enfuyaient devant eux. Le dieu Pan est un satyre. De son nom vient le mot panique. Les nymphes, le voyant, étaient prises d'une grande frayeur. On les comprend. Un satyre désigne donc un homme qui entreprend brutalement les femmes, dirons-nous par euphémisme. Tout le monde sait ce qu'est un Pygmalion. Mais qui était Pygmalion? Le roi Pygmalion régnait sur l'île de Chypre, une île qu'affectionne particulièrement la déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite. Pygmalion rendait toujours d'ardents hommages à la déesse et n'oubliait jamais de lui offrir des sacrifices. Cependant, Pygmalion restait désespérément célibataire, ne trouvant aucune femme qu'il estimait digne véritablement de lui. Il trompait son ennui dans sa passion pour la sculpture. Un jour, il résolut de sculpter une femme d'une beauté parfaite, parfaite selon son goût. Il réussit si bien dans son entreprise qu'il tomba amoureux de sa création. Il la baptisa Galatée. Malheureusement, les baisers de Pygmalion laissaient Galatée de marbre, c'est le moins que l'on puisse dire. Le souverain de Chypre commençait à se lamenter. Aphrodite eut pitié de ce roi si amoureux. Pour le récompenser de ses dévotions, elle donna vie à Galatée, qui fit là un parfait amour avec Pygmalion. Par extension, aujourd'hui, un Pygmalion désigne une personne qui fait naître le talent chez quelqu'un, une femme en général. On dit souvent que Serge Gainsbourg, le grand Serge Gainsbourg, était un Pygmalion, en référence à toutes les femmes pour qui il composa des chansons qui furent souvent de grands succès. Parlons maintenant de l'Aréopage. À Athènes se trouvait la colline d'Arès, Arès, le dieu de la guerre, l'équivalent du dieu Mars chez les Romains. Des juges y siégeaient dans un tribunal d'exception qui s'occupait des crimes les plus graves. Cette cour était constituée par des juges sages, expérimentés. Vous comprenez, des juges âgés. Aujourd'hui, un aréopage désigne une assemblée de savants ou d'hommes de lettres reconnus pour leur expérience, leurs compétences. Et attention à ne pas commettre de métathèse en disant un aéropage, influencé par le mot aéroport. Cette erreur est malheureusement assez courante. Pour ne pas se tromper, il suffit de penser que le mot aréopage vient du nom du dieu Arès. Dédale. Dédale était un célèbre architecte et ingénieur légendaire dont le talent était reconnu dans toute la Grèce. Minos, le roi de Crète, voulait enfermer le Minotaure, monstre mi-homme, mi-taureau, encore un être thérianthrope, né des amours contre nature de sa femme Pasiphaë et d'un taureau. Nous verrons dans un autre numéro pourquoi Pasiphaë put tomber ainsi amoureuse d'un taureau. Dédale, donc, construisit un labyrinthe si complexe que nul ne pouvait en trouver la sortie. C'est là que fut enfermé le monstre. On sait comment Thésée, grâce au fil d'Ariane, sera le seul à retrouver son chemin. Aujourd'hui, un dédale désigne donc un labyrinthe du nom de son inventeur. Mais quittons un peu la mythologie pour revenir à l'histoire. Mécène. Mécène était un ami très riche de l'empereur romain Auguste. Il aimait profondément les arts et les artistes, commandant sans cesse des œuvres d'art, protégeant et finançant les artistes, offrant même des domaines à certains. Aujourd'hui,
Un mécène est donc un protecteur financier des arts et des artistes. C'est très bien d'avoir eu un mécène quand on est artiste, mais c'est aussi bien d'avoir eu un mentor. Mentor était un sage vieillard que l'on rencontre dans l'Odyssée d'Homère. Ulysse lui avait confié l'éducation de son fils, Télémaque. Mentor avait beaucoup d'expérience et donna toujours de bons conseils à son jeune protégé, à tel point qu'aujourd'hui, un mentor désigne un guide, un précepteur avisé. Le mot suivant ne se rencontre que dans un cadre assez littéraire, une philippique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Philippe de Macédoine, père du futur Alexandre le Grand, entreprit la conquête de la Grèce. Démosthène, grand orateur athénien, prononça une série de discours virulents pour dénoncer les ambitions du roi Philippe, exciter l'esprit de combativité des Athéniens et inciter à l'alliance des cités grecques. Ces discours furent nommés les Philippiques. Malgré celle-ci, les Macédoniens remportèrent l'ultime bataille, mais Philippe, amoureux de la culture grecque, respecta les cités vaincues et offrit des conditions de paix plus qu'honorables. Une philippique désigne donc un discours virulent, adressé publiquement à quelqu'un très humiliant. Il faut savoir que tous les empereurs romains ne furent pas des monarques très inspirés, loin de là. C'est le cas d'Olybrius, qui fut l'un des derniers empereurs de Rome. Il régna quelques mois en 472 et laissa le souvenir d'un incapable, à tel point qu'aujourd'hui, on désigne par Olybrius une personne incompétente dont le comportement est puéril et inadapté. Et puisque l'on parle de personnes désagréables, évoquons maintenant Mégère. Mégère était l'une des trois Érinies. Les autres se nommaient Alecto et Tisiphone. Les Romains les appelaient les Furies. Il s'agissait de trois sœurs qui personnifiaient le remords, ne cessant de poursuivre toute leur vie les criminels avec leurs fouets, les harcelant, de telle sorte que parfois ils devenaient fous, furieux. Cet adjectif furieux vient du nom de ces furies. Le mot mégère, quant à lui, est suffisamment évocateur pour comprendre qui l'on peut désigner sous ce terme. Enfin, j'en terminerai aujourd'hui avec le mot Vespasienne, qui a une étymologie trop belle pour être passée sous silence. Vespasien était un empereur romain qui avait installé des urinoirs publics à Rome. Il avait même instauré un impôt spécial pour ses utilisateurs, comme son fils Titus le raillait au sujet de cet impôt sur l'urine. Il lui présenta l'argent produit par cette taxe peu ordinaire en lui demandant si cela sentait mauvais. L'argent n'a pas d'odeur, dit-on. Au XIXe siècle, un préfet de Paris dota la ville d'urinoirs publics qu'il nomma Vespasienne en souvenir de l'homme susnommé. Ce passage à la postérité lui aurait-il fait plaisir? Je dirais que ceci est une autre histoire. Merci et à